Bienvenue sur le podcast d'Equipio, le média qui explore le futur du droit. Nous sommes deux juristes passionnés par les nouvelles technologies et nous découvrons ensemble toutes les innovations qui bousculent notre monde juridique. Alors pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur iTunes, YouTube et SoundCloud en cherchant Equipio. On vous souhaite une très bonne écoute. Salut Olivier. Salut Philippe. Quelle spontanéité. On raconte quand même l'histoire parce qu'elle vaut le coup. Bon, on a eu un faux départ en fait. On a eu un bon bug technique. On a commencé à parler pendant 10 minutes, mais dans le vide total. Je pense que ça faisait bien un quart d'heure qu'on y était. Et, ça n'enregistrait pas. Et au bout d'un moment, il y a eu on n'avait pas d'enregistrement. Donc on va le refaire. Peut-être, ouais. Gros moment de solitude que doivent vivre certainement beaucoup de podcasteurs ou alors seulement les amateurs. Mais je pense que du coup, on est rentré dans la cour des grands avec cet apprentissage un peu forcé. En tous les cas, ravi d'être lundi matin avec toi à enregistrer de nouveau. Pareillement. Content de vous retrouver toutes et tous également. Et aujourd'hui, on souhaitait aborder le big data sous l'angle juridique et aussi sous l'angle des outils qui peuvent être utilisés par les directions juridiques. Tout à fait, parce que c'est vrai que dans les différents thèmes qu'on a pu aborder jusqu'à présent, il manquait le big data et toutes les problématiques qui peuvent se poser derrière. Et on trouvait ça intéressant d'en parler et de voir un peu comment ça pouvait être utilisé au quotidien. Du coup, peut-être que tu pourrais nous parler un peu de big data en termes de définition, de notions et de cloud. Tout à fait. C'est vrai que le cloud, en fait, pour moi, c'est un peu le prérequis du big data. Et le cloud, c'était un peu le mot marketing dont on entendait parler plutôt en 2014 et qui était défini par la National Institute of Standards and Technology comme un modèle qui permet un accès omniprésent, pratique et à la demande à un réseau partagé et un ensemble de ressources informatiques configurables qui peuvent être provisionnés et libérés avec un minimum d'administration. Donc je pense que les critères, c'est l'accès omniprésent, pratique et à la demande, et qui est basé sur un réseau ou un ensemble de ressources informatiques, comme par exemple des réseaux, des serveurs, enfin tout ce qui permet du stockage d'applications, de documents et la fourniture de services associés. Du coup, pour résumer, le cloud, c'est le fait de pouvoir accéder à des services sans rien installer sur son ordinateur et sans savoir exactement où sont situées les données. Donc à distance. Totalement, par définition. Complètement à distance. Du coup, en fait, c'est une évolution technologique très simple qu'on a pu voir. Moi, depuis que j'ai travaillé, au tout début, tout était sur mon ordinateur. Et, tous les projets sur lesquels je bossais au niveau des projets informatiques, c'était des solutions on-premise, donc où tout était installé sur les serveurs de l'entreprise. Et de plus en plus, on a vu cette délocalisation des données et des services informatiques vers des prestataires externes. Donc maintenant, tout est installé dans le cloud, donc dans le nuage, et c'est donc un serveur situé en dehors de l'entreprise. En clair, toutes les données ne sont plus sur des disques durs, elles sont sur dans des lieux qu'on appelle des data centers, qui sont des énormes entrepôts dans lesquels il y a des systèmes de stockage, des serveurs, et des systèmes un peu de protection, donc pour maintenir une certaine température, parce que les serveurs, c'est quand même assez fragile. Donc un environnement idéal. Et pour faire une comparaison, avant, quand on regardait un film, il fallait un DVD d'un film, un lecteur DVD et un téléviseur. Et maintenant, il suffit juste d'un téléviseur connecté à Internet et de louer son film en VOD ou d'avoir un abonnement de Netflix. Donc, peu importe, le film n'est pas physiquement présent ici, mais on peut quand même le regarder. Plus pratique. Plus pratique. Et donc, quotidiennement, je pense que chacun d'entre nous utilise le cloud, soit en échangeant des emails, parce qu'on ne sait pas très bien où sont les serveurs sur lesquels les emails sont stockés, soit en se connectant sur Picasa, ou ça s'appelle Google Photos maintenant, ou en écoutant la musique sur Spotify, en regardant des vidéos YouTube, etc. Ça, c'est des applications concrètes que chacun peut avoir sur le cloud. Et du coup, le big data, c'est un peu le pendant, c'est qu'on s'est mis à générer tout un tas de données, donc qu'on pouvait rattacher à une personne. Et donc, c'était des données personnelles, des données financières, les photos, les vidéos, les goûts, les loisirs, enfin, tout un tas de données générées par chacun d'entre nous. Et l'idée générale du big data, c'est d'enregistrer et d'analyser le plus de données possible. Et d'ailleurs, si on traduit, le big data, ce serait grandes données, grosses données, données importantes. Voilà, c'est un peu ce volume de données qui est généré. Et l'enjeu, ça a été comment est-ce qu'on peut exploiter au mieux cet immense potentiel. Principalement, les gens qui se sont posés la question, ça a été les directions marketing,
ou les agences. Pour Et, du ciblage. exactement, pour pouvoir un peu croiser les données, parce que ça permettait de mieux connaître les centres d'intérêt des uns et des autres, et du coup de proposer des produits toujours plus adaptés pour voir si les gens répondent à la sollicitation, et du coup convertir des gens qui sont intéressés par une marque, par des produits ou par des services, en clients potentiels. À l'aide du big data, les produits proposés donc, sont ciblés plus finement et en fonction de beaucoup plus de critères que ceux qui étaient utilisés avant. Du coup, en fait, du point de vue juridique, il y a plusieurs questions qui se sont posées à propos du big data et du cloud, notamment sur les contrats qui ont été mis en place entre les prestataires qui permettaient de générer ces flux de données et de les stocker. Et un certain nombre de points de vigilance qu'il fallait garder en tête, notamment la confidentialité des données. C'est pas parce qu'on choisit de confier des données à un prestataire externe qu'on le signe un chèque en blanc. L'objectif, c'est bien de protéger les données et d'encadrer les utilisations autorisées et celles qui sont interdites. D'autant que ces données sont souvent ou peuvent être réexploitées à terme par d'autres prestataires, et on a des réactions un petit peu en chaîne, d'où l'intérêt d'encadrer tout ça contractuellement. Exactement. On a vu notamment se développer de plus en plus de solutions, notamment des solutions RH qui permettaient pour une entreprise d'avoir accès à toutes les données des salariés de son entreprise et de façon agrégée de se rendre compte notamment que, pardon, que les programmes avec des expatriés étaient pas ciblés auprès des gens qui avaient le plus de potentiel dans l'entreprise, en mettant en perspective les données consolidées de toutes les populations salariées, permettait de se rendre compte que finalement les personnes qui étaient expats n'étaient pas les meilleurs profils, les profils les plus adaptés. Donc, C'est marrant ça, parce qu'il y a une autre boîte qui s'appelle Clustry en HR aussi, qui vise à proposer des postes en interne à des personnes, des employés auxquels on n'a pas forcément pensé. Et donc ils vont analyser aussi tout un tas de data sur tous les employés de la boîte. Et en fonction des passions, des stages qu'ils ont suivis, d'une mini-formation de 2 à 3 semaines, ils vont peut-être les aiguiller vers d'autres postes, ce qui permet de favoriser vraiment la mobilité. Mais ça, à la base, ça nécessite une certaine analyse de ces données. exactement, et ça implique que chaque salarié donne les données en Aussi. fonction de son profil, parce que c'est aussi un sujet dans certaines entreprises. Et enfin, un autre sujet juridique qui s'est posé, c'est la localisation des données. Comme en fait, le principe, c'est de confier ces données à quelqu'un, à une société externe, on ne sait pas très bien où est-ce qu'elles sont implantées. Et c'est posé la question de la protection, du niveau de protection juridique de chacune de ces données. Par exemple, en Union européenne, on a une législation qui est très protectrice. C'est fort, oui. Ouais, avec énormément de formalités à accomplir avant de collecter les données, avant de les transférer hors de l'Union européenne, etc. etc. Et ce n'est pas du tout le cas dans certains pays. Je sais par exemple qu'en Amérique du Sud, il n'y a aucune loi sur les données personnelles, et que du coup, quand tu exportes des données vers de tels pays, tu dois faire signer des contrats particuliers par ton prestataire en disant je m'engage à mettre en place tel type de process, tel type de mesures de sécurité pour avoir un niveau de protection qui soit au moins équivalent à celui de l'Union européenne. Donc la problématique des transferts de données d'un pays à un autre est vraiment une problématique importante à chaque contrat qu'on est susceptible de passer. Exactement. Puis a fortiori dans un environnement où tu as des flux de données dans tous les sens au niveau international. Du coup, voilà, là j'ai un peu présenté des problématiques un peu générales sur le big data et par ricochet le cloud. Mais est-ce que toi, dans ton expérience, tu as vu des choses qui pouvaient être pertinentes, ou des risques particuliers, ou des applications intéressantes? Oui, dans le domaine de la compliance, donc tout ce qui touche à l'éthique, la conformité, les dossiers anticorruption, anti-blanchiment, les conflits d'intérêts, ce type de sujet-là, le big data est venu petit à petit épauler les compliance officers. Un des sujets les plus récurrents, c'est le screening des tierces parties avec lesquelles l'entreprise peut contracter. Quand je dis screening, c'est-à-dire qu'il faut vérifier un certain nombre de choses avec un futur partenaire, sa réputation, sa localisation, peut-être les personnes avec qui il ou elle a des liens, les entreprises qui sont liées. Et tout ça, ça nécessite de croiser les données et de vérifier des choses vraiment massivement. Donc ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Notamment, pour être encore plus précis, sur les listes de sanctions commerciales. Donc ce sont des listes qui contiennent le nom de personnes dont les avoirs ont été gelés.
et avec lesquels il est devenu compliqué vraiment de contracter. Ces listes sont publiques, elles sont accessibles, mais pour croiser les données avec ton futur prestataire, ça va te prendre beaucoup de temps puisqu'elles sont propres à chaque pays et elles sont extrêmement longues. Donc ça, il y a des prestataires qui sont venus proposer ça pour les entreprises et en quelques clics, tu sais oui ou non si ton prestataire représente un red flag pour toi ou pas. Et comment tu sais si les données sur lesquelles tu t'appuies pour prendre cette décision sont des données pertinentes et qu'elles n'ont pas été corrompues ou qu'elles ne sont pas erronées? Alors, pour prendre le cas des sanctions commerciales, il s'agit de listes qui sont publiques, qui sont souvent dépendantes d'institutions et des gouvernements. Prenez par exemple le cas de l'OFAC aux États-Unis. C'est vraiment un tableau Excel. Tu as une liste de sociétés et c'est une liste qui est vraiment qui est sûre. Et tu l'as pour chaque pays. On a celle du Trésor aussi en France, celle des douanes que tu peux trouver aussi sur douane.gouv.fr également. Et ça te permet de croiser les données de manière fiable. Et l'OFAC, c'est quoi, pardon? L'OFAC, c'est l'organisme qui gère les sanctions commerciales aux États-Unis. D'accord. Donc alors après, toutes les listes peuvent être différentes d'un pays à un autre, mais celle-ci, elle est quand même assez conséquente. Ensuite, un des risques, c'est d'avoir ce qu'on appelle des false positives, donc d'avoir un red flag qui va sortir, qui n'en est pas vraiment un lorsque tu recherches les choses de manière un peu plus en profondeur. Mhm. Puisque finalement, ça reste quand même de l'analyse de texte. C'est-à-dire qu'on va prendre le nom, l'entité de ta société, on va le croiser avec le nom qui peut figurer dans une autre liste. Mais cette analyse de texte, elle n'est pas toujours très très fine. Parfois, il y a des homonymes. Parfois, il y a des personnes qui ont eu une mauvaise presse à un moment donné, mais leur réputation s'est améliorée par la suite, et dans ce cas-là, c'est plus vraiment un red flag. Donc il y a tout un tas d'autres cas où il est important d'avoir un minimum d'analyse. Ok. Donc ça, c'est un des sujets sur lesquels les compliance officers peuvent vraiment leverager avec le big data. Un autre qui est plus un sujet interne à l'entreprise, c'est toutes les données qui concernent l'activité juridique ou l'activité commerciale d'une entreprise. Bah, chaque année, en fait, une entreprise génère de la donnée. Par exemple, le nombre de contrats que l'on va avoir dans l'année, le nombre de cadeaux d'affaires qui peuvent être ou pas échangés avec des partenaires. Tout ça, ça représente de la donnée et c'est important de les visualiser, de les quantifier. Et pour ça, il faut pouvoir les comptabiliser de manière assez fiable. Ouais. Donc ça devient quelque chose aussi qui est important et ça, c'est propre à chaque système, je dirais, d'entreprise. Parce qu'effectivement, l'enjeu du big data, c'est quand même être capable de tirer profit de millions de données, de millions de documents, et Oui. pour extraire de façon ciblée des informations très précises. Oui, c'est-à-dire que la donnée est partout. On en produit chaque jour. Elle est soit publique, soit privée, mais tout l'intérêt, c'est de pouvoir en tirer une aide à la décision ultérieurement. Ok. Parce que moi, j'avais vu une autre application que j'avais trouvée intéressante. C'était pendant les due diligence. Donc, les due diligence, c'est dans des opérations d'acquisition de sociétés externes. C'est un audit qui est réalisé pour essayer d'identifier certains risques qui sont inhérents à la société cible. Et généralement, cette phase, elle se fait via comment dire, enfin, t'as des auditeurs qui viennent, qui analysent les comptes, qui analysent des contrats pour voir un peu les relations commerciales Mm. qui sont en cours par cette société cible. Et du coup, c'est des heures et des heures de travail et c'est des millions de documents à analyser, à vérifier. Et il faut à chaque fois saisir les bonnes informations. Et cette phase-là, j'ai toujours eu l'impression que c'était vraiment un enfer. Ouais, ça peut prendre énormément de temps, j'imagine. Énormément de temps, énormément de ressources. Et du coup, c'est extrêmement coûteux pour l'entreprise. Oui. Et du coup, là, on peut se dire qu'avec le big data, on met en place des outils qui analysent, scannent tous les documents détenus par l'entreprise cible et qui permettent de faire ressortir certains mots-clés qu'on aurait identifiés à l'avance. Voilà, par exemple, si dans les contrats qui ont été négociés par cette entreprise cible, il y a des clauses qui disent qu'en cas de cession, le co-contractant peut sortir, voilà, on peut imaginer qu'une société qui est plein de clients, si elles ont toutes ce genre de clauses-là, c'est pas du tout intéressant de la racheter parce que tous
les clients vont au moins avoir la possibilité de sortir et du coup, ça fait baisser la valeur financière de cette société. Donc voilà, c'est encore cette logique de millions d'informations à traiter avec un minimum de temps. Et du coup, je pense que ce type de solution permet de faire un gain de temps, un gain de ressources et au final, un gain d'argent qui est nettement appréciable. Surtout si c'est combiné avec une certaine intelligence artificielle de l'outil. Parce qu'il y a la donnée que tu veux analyser, mais il faut aussi pouvoir l'analyser correctement. Du coup, rechercher la bonne information. Et la qualifier comme tu viens de le faire. C'est-à-dire que dans les clauses qu'il va scanner, il va falloir qu'il identifie vraiment clairement lesquelles sont pertinentes pour toi. Et ça, c'est à la fois du big data et peut-être de l'intelligence aussi artificielle. Et c'est des outils qui peuvent être très, très pertinents. Donc du coup, quand tu saisis tes mots, plutôt que de taper avec un langage informatique, avoir un langage beaucoup plus humain, et c'est là où l'intelligence artificielle permettrait d'aider. Effectivement. Voilà, moi j'avais une autre idée, mais qui était beaucoup plus terre à terre, c'est qu'on reçoit tous des centaines et des centaines d'emails tous les jours. Et imagine un outil de big data et de data analytics qui te permettent de manière assez automatique de te dire, en fait, là, tu es parti en vacances pendant 3 semaines, tu as je ne sais pas combien de centaines de mails, voilà les priorités, et de te faire remonter un petit peu les emails qui seraient les plus pertinents. Tu n'auras plus que 2 mails à la fin à traiter, c'est bien. 2 mails par jour, ça me va, franchement, je prends. Voilà, j'avais vu ça, ou aussi pour tout ce qui était base de données de jurisprudence, pour un peu affiner tout ce qui était qualité des résultats de recherche. Ouais. Et là, il commence à y avoir vraiment du monde beaucoup de legal tech qui se sont engagés sur ce terrain-là, avec des données qui sont de plus en plus ouvertes et qui sont publiques. Donc oui, pour tout ce qui est pré-contentieux et contentieux, et l'analyse jurisprudentielle, c'est quelque chose qui est très très gros. Voilà. Très bien, Olivier. Merci beaucoup. Merci à toi, Philippe. C'était un épisode un peu court. Vous avez peut-être entendu... c'est dur de le refaire 2 fois, en fait. C'est compliqué. Là. Ah oui, et puis on a peut-être oublié des choses, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel y est. Exactement. Il y avait même des miaulements de chats. Donc c'est notre nouvelle mascotte du studio. Exactement. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à vous. Et puis à la semaine prochaine. Semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les références que nous citons dans le descriptif de l'épisode. Si vous appréciez Equipio et que vous voulez nous soutenir, vous pouvez nous laisser une note et un commentaire sur iTunes. Enfin, pour ne rien rater, abonnez-vous à notre newsletter en vous inscrivant sur equipio.com ou sur Facebook, Twitter et LinkedIn. À bientôt.